On va se tenter 2 fois. Allez, c'est parti. Donc, je représente rapidement donc Paul à ma gauche, Maxime à ma gauche, Paul encore à ma gauche, Lomig en invité mystère. Bonjour Lomig. Derrière la caméra, Juan. Derrière les micros et l'ordinateur, Jorge. Et derrière le chat, Olivia. Voilà. Dis donc, tu nous présentes à l'ancienne, un peu comme dans la télé des années 50. Je sais pas, on tente une formule comme on peut. Ah bon, d'accord. C'est ça. Donc, on va parler net neutrality. La neutralité du net. Paul, qu'est-ce que c'est la neutralité du net ? La net neutralité, c'est fondamental. C'est vraiment... quand on a construit l'Internet, en fait, c'était une commande des services secrets qui consistait à mettre un réseau qui soit complètement autonome, et s'il y a un maillon qui pète, en fait, ça continue à fonctionner. Donc, il y a un système de répartition des données sur la net pour que la circulation soit fluide, soit rapide. Et quand vous regardez, par exemple, un film, il est peut-être sur un serveur aux États-Unis, c'est découpé en petits paquets. Les petits paquets prennent le chemin qui est le plus fluide, le plus facile. Alors, par exemple, si à Tokyo, il dorme, peut-être qu'il va passer par Tokyo pour arriver à Paris, ou il peut passer par Amsterdam, ou que sais-je. Donc, il y a une autogestion du réseau, et de la manière la plus fluide et la plus facile, par le biais des nœuds et des... Bon, voilà. Et donc, ça, c'est la net neutralité. On ne doit pas discriminer des paquets. C'est-à-dire que l'information, elle suit son chemin, elle se distribue de façon automatisée et fluide, de la manière la plus rapide et la plus efficace. Parce que pourquoi est-ce qu'on en parle là ? On en parle là parce que nos amis américains qui ont élu un président qui s'appelle Donald Trump, qui est bien sympathique, ils ont passé un truc la veille de Thanksgiving qui justement vise à arrêter cette neutralité du web, et du coup ça pose pas mal de problèmes. Parce qu'il y a un vote là, le 14 décembre en l'occurrence. Ouais, et du coup le 14 décembre tout ça va être défini. Donc il y a en fait, Trump a placé un de ses amis à une commission qui décide de ça. Le mec en question est un ancien avocat de chez Verizon, qui est un fournisseur d'accès à Internet, donc qui a tout intérêt à placer ce type de loi. Et en fait, ça peut poser pas mal de problèmes. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, la net neutralité, si c'est cassé et qu'on n'est plus dans une neutralité de l'Internet, c'est que les fournisseurs d'accès, en fait, c'est eux qui ont le pouvoir. Et c'est eux qui vont décider de quels sont les services et quelles sont les personnes qui ont plus ou moins le droit d'avoir un Internet rapide, lent, etc. Parce que toi, Paul, qui est vieux, tu es né avant Internet, toi. Moi, je suis pas comme vous. Moi, je suis né avant l'Internet. Et du coup, c'est quand même un vieux sujet, en fait. Oui, enfin, c'est pas... je vois pas le rapport avec la vieillesse, mais bon, puisque tu me lances là-dessus... Non, moi, je vais te dire quelque chose. Moi, je pense qu'il faut faire très attention, parce qu'en fait, s'ils veulent arrêter la net neutralité, c'est-à-dire, en fait, l'état de liberté naturelle de l'Internet, ils vont... C'est pas une chose positive, c'est-à-dire qu'ils vont freiner certains paquets, ils vont freiner certains flux par rapport à d'autres, pour pouvoir mieux les concentrer sur des acteurs dominants qui vont payer. C'est-à-dire qu'en fait, on va baisser la qualité de l'Internet et on va amplifier les acteurs majeurs. Alors bon, ceux qui vont payer. Donc je ne sais pas, c'est comme si vous marchez dans la rue et que tout d'un coup, il y a des gens qui n'auront pas le droit de doubler les autres, qui devront marcher plus lentement que d'autres. Donc c'est une baisse de la qualité et c'est une concentration sur les acteurs dominants. Ouais, Logan, tu avais tort, tu me l'as expliqué avec une bonne façon. Tu peux refaire ? Ouais, donc pour expliquer la neutralité du net de façon très concrète, c'est comme si le propriétaire de la rue dans laquelle il y a des commerces, donc par exemple prenons des fleuristes, pouvait décider qu'il y avait un fleuriste qui pouvait se rapprovisionner tous les jours en rose et un autre fleuriste qui pouvait se rapprovisionner qu'une seule fois par semaine en rose. Et ça, c'est le propriétaire de la route qui a le droit de décider quel camion va passer pour approvisionner quel restaurant. Donc c'est ça en fait, de façon très concrète. Clairement, en vrai, pour nous, c'est scandaleux. Enfin, et puis, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, Renforcer, Bouygues, SFR et Orange, franchement, c'est pas les entreprises pour lesquelles Free, pour dire tout le monde. Ouais, mais Free, limite, ça va encore. Est-ce que Niel met de l'argent dans les startups ou ça n'a rien à voir ? Non, mais j'ai plus confiance. En fait, je préfère que ce soit eux que ce soit Niel qui s'occupe de l'innovation que Orange ou autre. Parce que par exemple, là, si jamais la neutralité qui est en passe d'être passée, parce que du coup, on en parle pour le 14 décembre, en vrai, là, il commence à y avoir un mouvement pour lutter contre ça, mais c'est quasiment fait, ça va passer. Si on appliqué en France, c'est comme moi, là, je veux changer de banque, mon fournisseur d'accès, c'est Orange, donc je suis sur mon ordinateur chez moi, je suis sur Orange. Je recherche sur Internet une nouvelle néobanque, et en fait, je vais passer chez Number 26 ou chez Boursorama, peu importe. Et en fait, vu que mon fournisseur d'accès, c'est lui qui contrôle tout, il peut me dire, il peut me bloquer ou me limiter en fait l'accès aux autres, et il va me forcer à utiliser Orange Bank. Et franchement, quand je vois les retours des gens qui sont passés chez Orange Bank, j'ai pas du tout envie de ça, et ça me scandaliserait de devoir être obligé de passer par eux.
Et voilà, j'aurais un sentiment de révolte et ça ne m'irait pas du tout. Et du coup, j'ai du mal à comprendre comment on peut laisser passer ça aux États-Unis. Et c'est ultra dangereux. Et d'ailleurs, oui, Lomic, vas-y, J'ai dis-moi. une question Ouais. un peu peut-être un peu naïve. On parle d'un truc qui va se voter ou pas. Et la question, c'est à l'heure actuelle, les algorithmes qui répartissent les petits paquets, les Absolument. algorithmes, ils sont gérés par qui? Mais c'est des méthodes scientifiques, c'est des méthodes techniques, c'est les ingénieurs, c'est les techniciens, c'est les développeurs. Donc c'est des Et donc méthodes. il y a des gens qui sont propriétaires de ces algorithmes et qui répartissent les petits paquets de manière la plus optimale possible. Oui, enfin c'est. Donc la question, c'est qu'est-ce que cette loi-là, elle va changer sur qui s'occupe de ces algos et qui les, entre guillemets, les entretient et les conçoit. Bah ouais, en fait, pour le moment, c'est illégal de traiter différemment des paquets. Oui. Qui viennent de façon immédiate et simultanée, c'est interdit de les traiter différemment. Et d'où le concept de Paul de non-discrimination des paquets, c'est que jusque-là, tu n'as pas le droit de Non, gérer c'est une différemment. association. L'Internet aujourd'hui, c'est une association, Ouais, c'est-à-dire c'est des organisations qui sont hors des États et qui ont été créées par des ingénieurs, des développeurs, des techniciens. Et eux, ils veulent que ça circule le mieux possible, c'est leur boulot, quoi. Donc là, il y a une loi qui va les empêcher. C'est un petit peu comme si on interdisait certains médicaments pour certaines personnes, hein. Donc en fait, il y a une des questions qui se posent, c'est est-ce que l'Internet c'est un bien commun, c'est un service public, et qu'en fait, un peu comme les médias, c'est-à-dire est-ce que les médias ne peuvent pas fermer certaines informations par rapport à d'autres. Aujourd'hui, on va nous dire non, il y aura un Internet à deux niveaux, à deux vitesses. Il y aura un Internet pour monsieur et madame tout le monde pas cher, mais là on vous mettra, c'est comme la télé en fait, hein, on va vous concentrer quelques médias ou quelques réseaux qui seront privilégiés par rapport aux autres, et tout ce qui est les nouveaux entrants, les artistes, des médias de niveau inférieur seront limités et on aura beaucoup plus de mal à avoir accès. Et puis alors il y aura les gens qui pourront payer, c'est un peu comme quand tu payes des abonnements sur les médias, tu vois, pour avoir la vraie qualité, il faut payer plus cher. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a un nouveau modèle économique, c'est un peu comme la bouffe, hein. La bouffe pas chère, elle est dégueulasse, puis la bonne bouffe bio, elle est plus chère. Ils sont en train de créer c'est un vrai modèle économique, hein. Mais d'ailleurs, en 2015, tu avais eu ce débat déjà, et Obama l'avait rentré comme un bien public, c'est-à-dire qu'il considérait qu'Internet c'était comme l'eau et l'électricité. Voilà, c'est quelque chose, tu peux pas gérer différemment selon les personnes. Soit tu as accès à l'eau, soit tu n'as pas accès à l'eau, soit tu as accès à l'électricité, soit pas. Et d'ailleurs, tu avais tous les grands du numérique qui avaient signé un document public en PDF, une lettre à la FCC, qui est donc cet organisme dont on parle, qui va gérer ça, qui va décider ça. Et tous les géants du numérique disaient la non-concurrence au niveau du réseau est nécessaire pour qu'il y ait une concurrence loyale des acteurs d'Internet. Parce que sinon, effectivement, il y a une grande différence. Et Maxime d'ailleurs, disait quelque chose qui était intéressant, c'est que justement, là, en 2017, on a perdu les GAFA dans cette clair. lettre Là, ouverte. il y a eu, bien évidemment, aux États-Unis, ça passe pas bien pour tout le monde, mais ce qui est bizarre, c'est que ça passe pas bien dans tous les États. En vrai, si on retire la Silicon Valley, tout le monde s'en fout un peu de ce truc. Alors que bien sûr, dans la Silicon Valley, qui est d'ailleurs même plus, enfin, on peut même plus, je sais même plus se considérer comme un État des États-Unis tellement ils sont différents du reste. Mais là, il y a un mouvement, il y a Netflix, il y a Airbnb, Pinterest, GitHub, tous ces mecs-là, toutes ces boîtes de la Silicon Valley se sont levés et ont dit non, on est contre cette neutralité du web qui va causer des dommages économiques. Et par contre, ouais, Google, Facebook, Amazon, on les voit pas. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que du coup, on considère, comme on disait tout à l'heure là, sur Internet, c'est comme l'eau, c'est l'accès à l'eau. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Mais du coup, en fait, là, on est en train de considérer qu'Internet, c'est une industrie classique et qu'on peut la réguler comme comment a été régulée l'industrie du tabac, l'industrie du pétrole. Et en fait, qu'on est en train de laisser des lobbies prendre le contrôle. Et moi, moi, ça me choque parce que j'ai grandi avec Internet. Pour moi, on pouvait tout créer sur Internet. C'était ouvert, c'était libre, c'était mes valeurs. J'ai voyé une chance, quoi. Et là, en fait, on est en train de me dire non, c'est plus possible, quoi. C'est un peu ma théorie de l'innovation régressive. C'est-à-dire qu'à un moment, on avance, ça, ouais. puis à ce moment-là, il y a un verrouillage qui se fait, généralement pour des raisons financières d'ailleurs, hein, pas forcément techniques. Si je hein. t'entends de faire une voix un peu discordante, j'ai le Vas-y, sentiment vas-y, que là, vas-y. c'est en train de se jouer. Je suis allé du coup me renseigner, regarder vite fait un peu de quoi il s'agissait. Ils sont en train de déréguler en fait. Donc ils sont en train de lâcher entre guillemets la mainmise du pouvoir politique en disant ça doit redevenir un secteur concurrentiel dans lequel les acteurs font leur business comme dans un secteur classique. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire passer comme loi. C'est ça, Je suis exactement. tout à fait d'accord. Hein.
Parce C'est qu'en une fait, lecture qui est fausse. en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de loi, sauf la loi du réseau. Et la loi qu'Obama a fait passer avant. Ouais. C'est ça. Il mettait par Oui. écrit l'histoire de la neutralité du net. Yes. C'est ça qui C'était pas un protège. texte avant. Oui, mais qui est, c'est un peu comme si tu disais, tout le monde a le droit d'avoir des médicaments. Donc ça me semble être une loi Oui, mais fondamentale. est-ce que l'analogie est juste? Bah, on De peut, c'est comparer comme l'eau toutes les, courante à Internet, c'est une toutes les analogies, elles sont bizarres par définition. Non, mais parce que si je suis le raisonnement, on pourrait dire aussi, dans ce cas-là, n'importe quel type de bien, de produit ou de service, si je considère que tout le monde n'y a pas accès exactement de la même manière, c'est injuste et on n'est pas dans une logique qui va bien. C'est un Donc, petit on peu peut comme les tirer le fil. bagnoles. C'est Ouais. un On petit peut peu tirer le comme fil. les bagnoles. Peut-être C'est qu'on peut faire une loi que tout le monde n'a pas accès aux mêmes bagnoles. Enfin, moi, je veux pas partir Non, mais sur c'est ce ça, sujet. c'est ça. Non, mais si on tire le fil, du coup, on peut dire il y aurait un droit qu'on va inscrire, un droit à accès à la voiture, un droit à accès à des choses. Est-ce que c'est forcément Mais En le fait, problème, t'as- c'est du coup, c'est plus l'État qui le gère, mais c'est des entreprises et c'est des fournisseurs d'accès. En fait, ils sont un peu en train de faire la même chose qui a été fait en Chine, c'est totalitaire, sauf qu'en Chine, c'est l'État qui gère, et là, c'est des industries, donc c'est des mecs qui vont... Ouais, alors De- c'est là où ma voix était discordante, en fait, c'est que je fais plus confiance aux entreprises soumises à la concurrence pour produire des choses de qualité qu'aux États. Je fais plus confiance à des entreprises soumises à la concurrence qu'à des États. Je pense qu'il faut aussi se méfier de l'intervention de l'État, qui, quand il casse la concurrence, empêche aussi le jeu simplement de nouveaux acteurs qui arrivent, qui viennent concurrencer les autres, qui viennent les challenger, qui les bousculent. Parce que d'ailleurs, ça me fait penser, on n'a pas donné les arguments qui sont avancés justement par donc les fournisseurs d'accès, mais il y a aussi les constructeurs d'équipements réseau qui sont dans cette mouvance-là. Donc en fait, leurs arguments, c'est que ça casse l'innovation et les investissements qui sont faits dans le déploiement au débit, etc. Donc c'est exactement ça qui est donné, c'est que le fait qu'on n'ait pas le droit de faire de concurrence nous freine dans nos investissements, nos innovations. Ouais, moi, Et c'est c'est ça quelque qui est chose que je peux important. entendre. C'est quelque En chose que je peux sachant entendre. que On après, bénéficie t'as- tous les jours de la concurrence aussi. Ouais, après, tu as Oui, des mais réponses comment des tu mecs. expliques qu'une baisse de la qualité signifie une hausse du paiement? Non, moi je Ah pense non, qu'il y a... j'ai pas dit ça. Mais Non, c'est j'ai ça, pas au dit ça. final. Ah bah oui, mais c'est ça. Quand tu discrimines les paquets, quand tu freines les paquets. Si encore tu Mais payais qui te pour dit accélérer qui les te dit paquets. qu'ils vont freiner les paquets Eh ben, c'est ça. Mais les gens dont c'est le business, ils vont pas viser à rendre un service de moins bonne qualité. S'ils sont en situation si. de concurrence, ils vont viser à faire un service de meilleure qualité. Non, Quand t'es ils en vont situation de réserver la concurrence, qualité. Tu ils te vont débrouilles freiner pour les... faire le meilleur service possible pour tes clients quand tu es en situation de concurrence. Sinon, tu te fais bouffer par ton concurrent. Tu regardes les SAV des fournisseurs d'accès Internet en France, là, entre Orange, Free, SFR, etc. C'est quand même de pire en pire, tellement ils sont obligés d'être en concurrence pour casser les prix. Ils rognent sur les services, justement. Mais ça laisse de la mais- place du coup à quelqu'un qui viendrait proposer un meilleur SAV. Bah, c'est plutôt, ça vient à la place à Free pour venir encore casser les De toute prix. façon, et avoir un il y a plus mauvais déjà SAV, des quoi. entailles à la neutralité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes... Par exemple, les télés, pour être accessibles sur les réseaux des fournisseurs d'accès, payent. Par exemple, sur le replay, notamment. Et il y a déjà des freinages à la neutralité. Oui, tu as C'est-à-dire que- Netflix qui paye pour augmenter les canaux aux États-Unis, puisqu'il y a une bande passante énorme demandée par Netflix. Tu as Free qui demande à YouTube de payer parce que ça leur demande une bande passante énorme, etc. Donc, il y a effectivement déjà. Mais Il y a- c'est pas une question de traiter les paquets différemment. C'est que des services doivent participer au financement Des du tuyaux par déploiement lesquels ils passent. infrastructure. Mais Enfin, est-ce ouais. que c'est l'intérêt de l'utilisateur? C'est ça le problème. C'est que je Oui, pense que c'est ça le problème. problème. Maxime, c'est ça le problème. Bah ouais, moi ce qui m'énerve voilà. le plus, c'est que d'un point de vue optimiste, c'est on donne pas la chance aux gens, aux jeunes, aux entrepreneurs, d'ailleurs qu'ils soient jeunes ou vieux, peu importe, de créer une nouvelle chose. Parce que si on met en place cette loi contre la neutralité du web, tous les nouveaux acteurs, ils vont être directement bloqués par les acteurs qui ont le monopole de ces sujets-là et ils pourront pas créer de la valeur parce que dès qu'ils vont proposer leur service, ils seront bloqués, Mais pourquoi ils Ils seraient sont- bloqués? parce que c'est Mais s'ils proposent quelque chose qui a de la valeur, les gens qui sont en charge de ces trucs-là, ils vont justement vouloir les avoir pour pouvoir proposer cette valeur. Alors, Donc, c'est pas sûr que si tu payes, tu as de la valeur. Voilà, déjà, parce qu'aujourd'hui, hein. par exemple, si je regarde sur Non, je suis d'accord. Orange, par exemple, j'ai Orange ou j'ai SFR, peu importe, bah, dans mes abonnements, j'ai pas Netflix, j'ai pas. Et en fait, moi, j'aimerais bien avoir Netflix, mais c'est eux qui décident. Et eux, ils vont le faire uniquement un intérêt économique. Et j'ai pas le sentiment que ces acteurs-là, ces fournisseurs d'accès à Internet, ils soient centrés sur l'utilisateur. Ils sont plutôt centrés sur un point de vue économique, sur de la rentabilité. Et moi, comment je me sens par rapport à leurs produits, j'ai l'impression qu'ils en ont un peu rien à foutre, quoi. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils essaient de légiférer sur quelque chose, donc on pourrait se dire c'est parce que ça marche pas bien, quoi, qu'on a besoin de légiférer dessus. Mais est-ce que ça marche pas bien Internet? Je sais pas, c'est une Ouais. question. Ça, je suis pas assez connaisseur du Bon, sujet. en tout cas, moi, je pense que ça part d'un grand principe qui est du contrôle de l'information.
On l'a vu lors des campagnes présidentielles, avec du bourrage de publicité, voilà, sur le Brexit, sur Trump. On le voit sur le renforcement des canaux en fonction sur les gros fournisseurs, c'est-à-dire les gros fournisseurs de contenu, que ce soit TF1 ou les autres. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que la partie ouverte, libre, éclatée, créatrice de l'Internet est en train de se fermer. On est dans une voie d'industrialisation, de concentration, de monopole et de manque de concurrence. Et surtout, en plus, il y a des pratiques qui sont mises en place pour arriver à ces fins-là qui sont franchement scandaleuses. Là, justement, il y a... Scandale. C'est scandaleux. C'est un scandale. Non, mais il y a le procureur de New York a sorti un truc en début de semaine. Et en fait, ils ont analysé... en fait, c'est donc la commission qui a mis en place cette loi contre la neutralité du web. Ils ont fait un appel public pour juger si c'était pertinent ou non de le faire. Et en fait, on s'est rendu compte que plusieurs millions de messages sur cette plateforme-là étaient des fake messages et n'étaient pas faits par des vraies personnes. Et tout a été dupé, en fait. Et du coup, on se rend compte que leurs arguments qui ont été mis en place pour faire passer ça sont faux, en fait. C'est-à-dire, tu dis sur le changement de loi, là, sur la net neutralité, ils ont complètement trafiqué les sondages. Et il y a un scientifique, vous pouvez regarder d'ailleurs si vous tapez neutralité du web. C'est pas Poutine, mais c'est Trump ou en tout cas c'est franchement Trump, c'est sale, hein, Trump. Hein. Trump c'est un abruti. Ouais. Mais non, mais ouais, et ils disent même là, le scientifique qui a fait cette analyse-là, il juge qu'en termes de messages uniques, si on analyse les messages uniques, 99% des gens seraient même pour la neutralité du web et non pas contre comme la commission l'a jugé. Donc c'est juste que c'est des pratiques scandaleuses à des fins scandaleuses. Donc en fait, ils prennent des décisions qui ne sont pas celles des gens en fait. Exactement, ils s'en foutent un peu, ils font juste des... Tu regardes qui est pour et qui est contre la neutralité du net de manière publique, ça te donne quand même une idée de où est le débat, quoi. Ouais. C'est triste, hein. C'est triste. Moi, j'ai été quand j'ai vu que Peter Thiel, déjà j'avais été choqué quand Peter Thiel avait soutenu Trump. Donc un des cofondateurs de PayPal. Ouais. Quand même, moi, c'est un mec qui m'a fait rentrer dans l'innovation. J'avais lu Zero to One, ce livre a été super important pour moi. Et j'ai lu et j'ai vu qu'il avait soutenu Trump, je comprenais pas. Et là, je vois qu'il est contre la neutralité du web. Je comprends encore moins. Et là, quand je vois les articles qui sont parus comme quoi il est en train de créer son île sans pauvres, je me dis juste, mais on va où, quoi? C'est quoi ce modèle égoïste? Enfin, le mec il s'est mis plein aux as et là on arrête, quoi. On pense que ça tronche. Et ça fait pas rêver, hein. Ça fait pas rêver. On a envie d'être. Nous, on veut sauver la planète. Non, mais pas sauver la planète, mais on pense aux autres. Ah ouais. Moi, je trouve qu'il y a un paradoxe dans ce que vous racontez sur ce sujet-là que je connais pas bien, mais j'aime bien les paradoxes. À un moment, tu dis on souffre d'un manque de concurrence. Et en même temps, vous dites que ça ouvre le truc à la concurrence. Donc il faut se mettre d'accord aussi presque philosophiquement. Est-ce que la concurrence, c'est un processus qui permet de réguler un marché ou est-ce que c'est un processus qui est un processus négatif? Moi, j'ai la conviction que la concurrence, elle est bénéfique de manière globale. Il y a des heurts, il y a des hauts, des bas, et j'ai l'impression que c'est un processus qui permet de réguler le marché et qui permet de bénéficier en général au consommateur final. Donc du coup, si cette loi-là, que je ne connais pas en détail, que je ne connais pas, si elle est dans une logique d'augmenter la concurrence, je trouve elle peut avoir des arguments en tout cas pour la défendre. Si c'est une logique de restreindre la concurrence, je pense qu'elle est effectivement néfaste. Mais là, pour le coup, je ne connais pas le détail. Mais la concurrence, il faut qu'il y ait un contrôle des concentrations. C'est-à-dire, si tu as un acteur dominant, et aujourd'hui on est sur des modèles d'acteurs dominants, il n'y a plus de concurrence parce que ça devient les cartels. Alors, la concurrence, j'en ai une définition très stricte et très simple, c'est l'ouverture du marché. C'est-à-dire, est-ce que n'importe qui a le droit d'entrer sur le marché? Là, du coup, c'est une fausse concurrence. Non, c'est une vraie concurrence. Non, parce que sur les fournisseurs d'accès à Internet, c'est pas une vraie concurrence. C'est la vraie définition de la concurrence. Est-ce que le marché est ouvert et libre d'accès pour que quelqu'un aujourd'hui, vienne pose proposer la question du Trinet, non? Ça pose la question du Trinet, mais justement, avant de basculer, juste pour terminer quand même répondre à Lomig, la vraie question sur ça, c'est qu'effectivement l'ouverture de la concurrence pour les fournisseurs d'accès mettrait en péril, selon les acteurs de la Silicon Valley, la concurrence des acteurs d'Internet. Donc en fait, est-ce qu'on considère qu'Internet c'est un marché comme un autre, ou est-ce qu'on considère qu'Internet c'est on va dire une zone dans laquelle il y a une autre concurrence qui se fait à l'intérieur avec d'autres acteurs. En fait, c'est ça qui est à débattre, effectivement. Okay. Ouais, c'est un sujet plus vaste. Complètement. Ouais, on est d'accord. Et juste avant de partir sur le Trinet, on fait vite le Trinet. Parce que nous, on était on est quand même un petit peu des optimistes. Quand on est jeunes, le monde il est beau et on peut faire des choses et tout ça. Moi, je suis en fait, pas forcément optimiste. Hein. Non, mais il n'y a pas de. Chacun son truc. Chacun son truc, ouais. Il n'y a pas de jugement. Ouais. Toi, Maxime, t'es plutôt optimiste en colère. Moi, je suis optimiste, naïf, en colère. Je veux un bon... Enfin, voilà, bref. Et on se disait peut-être qu'en fait, c'est une chance pour l'Europe. En fait, si juste on se met d'un point de vue des US,
Aujourd'hui, un entrepreneur aux US, il pourra plus créer parce que justement, il sera bloqué dès son départ de création par les fournisseurs d'accès Internet où ils ne pourront pas mettre en ligne leurs produits de la bonne façon. Et du coup, ces mecs-là, est-ce qu'ils vont pas devoir changer d'endroit pour pouvoir créer? Est-ce qu'ils vont, du coup, s'ils le font, ce serait plus logique qu'ils le fassent en Europe. Du coup, on redevient attractif, du coup, on recrée de la valeur. Est-ce que ça peut pas être une chance pour nous? Et puis après, est-ce qu'on parle d'Europe? Est-ce qu'on parle de France? Ce qu'on explique là, c'est que c'est un débat qui se fait aux États-Unis et du coup, c'est qu'avec les fournisseurs d'accès américains et du coup, qu'en France, on ne sera pas immédiatement impacté, même si on peut se demander quand on requête des bases de données aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas trop. C'est un impact quand même. Voilà, il y a des chances que c'est un impact. Mais savoir que quand même que chez nous, c'est la neutralité du web, elle est dans la loi. Voilà, nous, c'est entré directement dans la loi. Je ne sais pas à quel niveau d'ailleurs, j'allais dire constitution, mais ça, c'est sûrement une bêtise. Le droit, c'est pas trop mon truc. Voilà. Plus, et mais du coup, effectivement, on se demandait si, comme le Brexit, un peu l'élection de Trump et la net neutralité, ce ne sont pas que des chances pour les pays comme la France et l'Europe de manière générale pour tirer leur épingle du jeu en ne faisant pas ce genre d'erreur. Donc voilà, on ouvre les perspectives. Mais on veut parler du Trinet. On va parler rapidement du Trinet. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le Trinet? On nous fait signe là derrière la caméra qu'il faut aller vite. Hein. On accélère. On y va. Le Trinet, qu'est-ce qu'on appelle le Trinet? Ça part d'un article du coup qu'on vous mettra en référence qui donne en fait la date de mort d'Internet qui est datée de 2014 au moment date de mort d'Internet. Ouais, ils disent que l'Internet est mort en 2014 puisque Google, Amazon et Facebook représentent maintenant la majorité du trafic. Et donc là, en 2017, les derniers chiffres, c'était plus de 70% du trafic est concentré entre Google, Amazon et Facebook. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pense de ça? Et en sachant que ce que ça pose comme question, c'est Google maîtrise qu'est-ce qu'on trouve. Donc selon les algorithmes de Google, il va décider de ce qu'on va trouver sur Internet selon nos recherches. Facebook va contrôler qu'est-ce qu'on va consommer comme contenu média. Et Amazon va contrôler ce qu'on achète. Donc voilà, est-ce que ça pose des questions? La concurrence est libre encore sur ces marchés-là, mais est-ce que ça vous embête? 70% de l'accès à l'Internet est contrôlé par 3 acteurs. Du trafic. Donc là, oui, c'est la concurrence, mais la concurrence, lorsqu'elle est limitée à quelques acteurs, et en plus, ils sont dominants sur une partie du marché, c'est-à-dire que donc en fait, ils contrôlent beaucoup. Facebook, je ne sais pas combien ils contrôlent des médias. Amazon, il contrôle énormément de la... Bon. Donc en fait, ça referme le choix. Alors dans un premier temps, c'est très agréable parce qu'en fait, l'utilisateur, il a accès à une seule plateforme, c'est facile, il clique, etc. Mais on l'a vu notamment dans le cadre des élections. Et de l'influence de Poutine qui s'amuse comme un gamin avec les outils technologiques de l'Ouest. Mais en fait, on l'a vu sur le Brexit, on l'a vu sur l'élection de Trump, qui sont à mon avis quand même des élections à problème, enfin qui ne sont pas évidentes. On voit d'ailleurs à quel point les Anglais sont dans la merde pour s'en sortir, parce que tous leurs rapports leur disent que c'est une mauvaise chose. Bon bref. Et donc la liberté, c'est un concept qui est fini, la liberté de choix. Non, ça pose plein de questions. Alors, le Big Space moi, je suis libre d'aller sur Facebook. Il y a aussi bien des acteurs qui je veux aller sur MySpace. Ouais, ça, moi, je trouve étonnant déjà le constat initial de dire Internet est mort, alors que je pense que Internet n'a jamais autant marché et jamais autant été présent partout. Donc je trouve que le constat déjà est un peu bizarre de dire ce truc est mort en parlant d'un truc qui est vivant. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est l'Internet tel qu'on l'a connu ça fait un est peu, mort. Je me prépare à annoncer la fin de l'histoire. L'Internet de papa est-il mort? Je sais pas ce que c'est l'Internet de papa. Moi, j'ai vu Internet arriver, donc je connais que l'Internet évolutif. Tu es né avant l'Internet, toi aussi? Oui, bien sûr. Je suis vieux, moi. Mais est-ce que tu es un papa, vieux, moi aussi. Je suis dans le camp des vieux. Le Mick, tu es un papa. Et je suis un papa aussi. Donc c'est ton Internet qui est Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est des questions qui sont loin de mes préoccupations. Moi, mes préoccupations, c'est plutôt comment j'apprends à mes enfants à se servir de ces outils-là, qui sont des super outils, qui sont puissants et qui peuvent être néfastes si on n'apprend pas à s'en servir, ne serait-ce que par l'accès à des contenus qui peuvent être violents ou des trucs pas adaptés à son âge. Donc ça, c'est une vraie problématique de père de famille. Là, pour le coup, moi, je suis dans la logique Internet à la papa. C'est comment est-ce que j'apprends à mes enfants à se servir de cet outil magnifique qu'est Internet et qui s'en servent vraiment sans se mettre un coup sur les doigts, quoi, si je fais la métaphore du marteau. Le dégooglisons-nous de Framasoft et ce genre de campagne, toi, ça te touche pas plus que ça, tu t'en fiches de... Le quoi? Dégoogliser l'Internet. Faut arrêter Google. Non, moi, faut pas que nos données partent aux États-Unis. Ça me parle pas plus que ça. Moi, je suis un utilisateur de Google satisfait. Le jour où j'en serai pas satisfait, je changerai. Et puis, Est-ce que c'est pas le truc des vendeurs de drogue? D'abord, ils te donnent gratos, puis une fois que tu es accroché à ce propos-là, tu n'as plus le choix. Ouais, sauf que c'est pas une drogue. Ah, l'Internet, c'est pas une drogue? Non, certaines pratiques qu'on a sur Internet peuvent être des drogues, mais Gmail que j'utilise n'est pas une drogue, c'est un outil. C'est un outil.
Bon, Ouais, moi, je quelquefois, le vis pas comme une drogue, mais ça peut être une drogue. c'est Peut-être. possible. Et puis on utilise ces produits-là parce qu'ils sont juste bien, enfin c'est juste Bah les ouais, meilleurs quoi. c'est ça, Aujourd'hui, ils fonctionnent, quoi. je veux bien les initiatives comme Quant, etc. C'est cool sur le principe, mais moi je vais pas changer mon utilisation. Google est plus performant et je vais au plus performant. Et je suis un peu naïf derrière et je sais pas ce que ça peut engendrer quoi. Mais Parce que d'ailleurs, tu as des acteurs qui le disent très bien. Donc Jean-Baptiste Rudel, le créateur de Criteo, qui lance sa nouvelle startup dans le covoiturage. Donc d'ailleurs, Lomi, tu dois être au courant, qui vient de lever 16 millions pour son projet. Il a dit dans son interview de levée de fonds qu'il se lançait dans ce marché-là parce que c'était un des marchés dans lesquels les GAFA n'avaient pas encore saturé l'innovation. Il n'avait pas encore cadenassé tout ce qui était possible. Donc tu te poses la question de est-ce que tu peux innover sur leur marché, parce qu'en fait sinon tu te fais juste racheter et alors soit la techno est utilisée ou pas. Bon, déjà, est-ce que c'est un problème de se faire racheter? D'ailleurs, tu gagnes de l'argent aussi, donc C'est une vraie question. il y a des questions. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de vague d'aussi un peu de hype là, d'être contre les GAFA maintenant, c'est très tendance. Quoi. Ouais. Et puis Tout le monde s'en sert, mais il faut dire que c'est pas bien quoi. Et t'as une super couverture de magazine qui me fait beaucoup rigoler et qui parle de ça, c'est Nokia, donc couverture d'il y a 10 ans qui était sortie sur Twitter là. Qui pourra battre le géant Nokia, 1 milliard d'utilisateurs ou je sais plus quoi. Et alors que maintenant, bah voilà, ils sont déjà morts. Et donc, est-ce que dans 10 ans, Google, Facebook sont encore là? C'était un beau champion européen. On n'a plus de champion européen. En tout cas, sur le téléphone, ils sont morts. Ils sont toujours là dans les réseaux. Il y avait des machines. C'est des très 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 beaux outils. C'est vraiment dommage. En fait, le problème, c'est peut-être pas les GAFA, c'est le fait qu'il n'y en ait aucun européen. Oui, d'une certaine manière, oui. Et d'ailleurs, ça me fait peine de rebondir parce qu'il y a aussi quelque chose que j'ai vu qui est super intéressant la semaine dernière, c'est que SoundCloud, Spotify, Qobuz, Deezer sont tous des acteurs européens et des gros acteurs de la musique, ont fait officiellement un lobbying européen de la musique. Et donc en fait, c'est peut-être de ce genre d'initiative que va naître un peu le salut. L'Europe a l'air tellement absente. On dirait qu'on a racheté le coche, et tout se passe à l'étranger. Alors bon, ils ont des bonnes. C'est vrai que les GAFA, ils bossent bien, ils font le boulot. Ils sont dominants. C'est à l'étranger. Toute la fiscalité est dérogatoire. Enfin, ça pose quand même des problèmes de souveraineté pour la France, pour l'Europe, et puis des problèmes de sécurité, toutes les données. Tu sais que tout ce que tu écris sur tes mails, en fait, un tribunal américain est compétent. Hein donc, sur les Gmail, la loi compétente, c'est la loi Bon, alors moi ça va, j'écris pas trop de bêtises. Non plus. Bon. Enfin, c'est pas trop intéressant. Pour revenir sur ce qui serait dommage, moi je pense que ce qui serait dommage, c'est que les autres acteurs qu'on ne connaît pas encore n'aient pas le droit de rentrer sur le marché. Exactement. Or pour l'instant, ils ont le droit de rentrer. D'ailleurs, tu as cité Quant. Pour l'instant, le seul truc, c'est que Quant, ils ont le droit de faire leur moteur de recherche. Et c'est un marché ouvert. Le seul truc qui joue, c'est est-ce qu'ils font un moteur de recherche qui remplit mieux le besoin de leurs consommateurs. Le besoin peut être sur la partie recherche, il peut être sur la partie sécurité des données, il peut être sur plein d'aspects. Et après, c'est le consommateur, entre guillemets, qui décide. Mais d'ailleurs, on va pouvoir Tant que le marché est sur, libre. D'ailleurs, on va pouvoir basculer sur ton interview parce que je vais dire, pour te piquer dès le début, pour rigoler, mais peut-être que le salut des GAFA, c'est le fait que ça va devenir des grosses boîtes et que du coup, ils vont ralentir leur innovation, ralentir leur capacité à manger les autres. Et du coup, parlons des grands acteurs du CAC 40. Alors, qui es-tu? Allons-y. Je ne sais pas si les gens te connaissent, Loïc. Certainement pas. Et d'ailleurs, est-ce que tu te connais toi-même? Pas toujours bien. Mais d'ailleurs, où sommes-nous? On n'a pas présenté le lieu en démarrant. D'abord, on va parler de lui d'abord. Moi, je peux me présenter simplement. Simplement. Qui tu es. J'ai 43 ans. Comme je l'ai déjà dit à l'instant, je suis père de famille. J'ai 3 petites filles. Je vis à Paris. Je suis physicien. T'es physicien? Ouais, je suis docteur en physique. C'est ma formation initiale. Moi, je suis un scientifique pur et dur. Moi. Il faut se méfier des physiciens. Surtout ceux qui ont mal tourné, comme c'est mon cas, puisque je suis devenu par ailleurs blogueur et puis animateur de communauté sur la partie plutôt innovation, créativité. Donc c'est ça ce que je fais chez Renault. J'ai monté des outils pour les collaborateurs, pour leur permettre d'être plus libres et plus créatifs. Et là, on est maintenant au Square, qui est entre guillemets la dernière lubie qu'on a pu avoir avec ma collègue Nathalie Ray, qui est d'impulser ça avec des partenaires. Donc on est dans un lieu qui est une expérimentation. On est dans un ancien garage en fait, voilà, de voitures. Le côté expérimental vient du fait. Il y a des Twizy, il y a des trucs qui traînent partout. Voilà. Alors ça vient pas de la concession, ça c'est des trucs que des collègues de la recherche et de l'innovation ont ramenés sur place parce qu'ils avaient envie de les bosser ici. On est dans une ancienne concession dont le thème a été co-construit avec les partenaires et le thème il parle de ce qu'il y a derrière nous justement. Alors qu'est-ce que c'est cette fresque-là? Le why, l'espèce de pourquoi commun, la mission qu'on s'est donnée avec les partenaires avec qui on a installé, c'est d'explorer le futur de la mobilité et les nouvelles manières de travailler. Donc ça fait déjà du boulot pour un certain temps si on veut déjà s'atteler à ces deux sujets-là. Et le tableau qui est derrière a été fait par un street artiste qui s'appelle JBC. Je vous invite à découvrir ses œuvres parce que c'est un super artiste. Et c'est pour ça qu'on a mis devant. Et il nous a fait un tableau sur le thème de l'exploration.
Donc c'était la seule contrainte qu'il avait pour. Nous, on est faire à sa Paris, peinture. là. On est à C'est à Paris, Paris. on est à côté du cirque d'hiver, tout à Voilà, fait, dans c'est le ça. 11e arrondissement. Il y a pas mal de Exactement. gens qui sont ici quand même. Ouais, maintenant on est à peu près 90 personnes. Voilà, attends, 90 ouais. personnes à bord qui sont résidents, et puis il y a un certain nombre d'événements, de workshops, Il y a des boîtes, il y a des conférences. startups, il y a quoi? C'est un écosystème très hétérogène. Il y a des grosses boîtes, les vieux mammouths, là, comme on dit. Il y a des petites startups, comme on dit aussi. Avant, on appelait ça des entrepreneurs ou des petites entreprises. Et puis, il y a des PME, on va appeler ça comme ça, des gens qui ont déjà trouvé leur business model. Et puis, il y a aussi des associations, il y a aussi des collectifs, il y a des architectes. Donc, il y a un beau mélange très hétéroclite de plein de compétences très variées, ce qui permet sur plein de Et sujets il y a d'aller- New d'ailleurs. Hein, Et il y a soit dit New. en passant, hein. Et New comment- est un des partenaires du Square, bien Absolument. entendu, depuis le début. Comment est-ce Depuis qu'on le rentre début. dans le square alors? Ah, ça, c'est un process extrêmement sophistiqué et complexe. Donc, la première partie, c'est qu'il faut connaître quelqu'un du Square. La deuxième partie, c'est qu'en général, il vous propose de venir à l'apéro du premier mercredi du mois, ce qui permet de renifler les gens. C'est la première partie du processus. Il faut renifler les gens. On veut pas de mauvais coucheurs, quoi. On veut des gens sympas. On veut des gens qui ont envie de bosser dans la bonne humeur. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième, c'est que ça se passe dans le comité de gouvernance, puisqu'on co-gouverne avec les partenaires cet espace. Le Square Paris, c'est une association avec un certain nombre de partenaires. Et donc tous les mercredis, on a une petite réunion de gouvernance. Alors c'est un grand mot pompeux pour dire qu'on se retrouve et qu'on parle de ceux qui laissent traîner des gobelets à café, ceux qui rangent pas les salles après être passés dedans. Et quand même un petit peu aussi des projets, des gens qui tapent à la porte et de quoi, sur quoi on a envie de bosser. Donc voilà, donc c'est la deuxième étape du processus sophistiqué, c'est de venir candidater, on va dire, devant ce Et comité. l'idée qu'il y a derrière ça, c'est quoi? C'est le fameux concept d'open innovation ou c'est quoi? Ouais, alors je connais pas bien le concept d'open innovation, mais je suis rattaché moi à la direction open innovation, donc je devrais le maîtriser sur le bout des doigts. Moi, je préfère parler de frontières de l'entreprise en fait et de dire qu'on est sur des activités qui se veulent au bord. Donc pourquoi au bord? Pour permettre à des choses qui se passent en interne de peut-être les faire un peu plus avec les coups des franches. Et puis pour se connecter un peu différemment à l'écosystème. Donc c'est tout l'enjeu de cette espèce de bac à sable co-gouverné, c'est de dire on n'est pas chez Renault. Donc les murs appartiennent toujours à Renault qui est en train de vendre le bâtiment. Mais l'activité qui est à l'intérieur, c'est une colocation. Donc nous, on a pris des postes pour des gens de Renault et les autres résidents ont des postes pour leurs activités. Chacun a son business. Et l'idée, c'est qu'il y a des synergies, des choses qui vont se passer, que ce soit du business classique ou que ce soit des sujets sur lesquels on a envie de collaborer simplement. Donc voilà, Une donc sorte il y a de un peu sas, un peu. Ouais, c'est ça, une espèce de frontière poreuse, une Mm. membrane, un bac à sable, un mélange un peu de tout ça. Il y a Alors, un il y côté a- un peu beatnik, quoi. Ouais, ouais. Et donc il y a deux grands sujets ici, si j'ai compris. Ils sont Ouais. écrits d'ailleurs à l'entrée. Tout donc, à fait, donc tout à c'est fait. tout à fait officiel. Et donc il y a le grand sujet qui en ce moment qui est un sujet qui prend vraiment la consistance, qui est tout Mmh. ce qui tourne autour de la mobilité. Tout à fait. Donc ça, c'est un gros sujet, effectivement. Donc, si je résume brièvement pour un constructeur, c'est assez simple, hein. La problématique, c'est il y a tout qui bouge. Le constructeur, ça fait plus de 100 ans qu'il est là et qu'il fabrique des voitures. Donc il est car maker, il fabrique des voitures. Puis il y a un certain nombre d'autres acteurs qui viennent proposer des choses plus pertinentes en termes d'usage, plus pertinentes en termes de prix pour se déplacer, notamment dans la ville. Dans la ville, ça bouge beaucoup, la mobilité. Je pense que sur la partie petite ville, campagne, on est encore assez bon dans notre réponse avec une voiture. Je pense que ça reste un super moyen de transport. Et je pense que dans la ville, on est beaucoup challengé par des Uber, par des véhicules autonomes qu'on sent arriver et où on ne sait pas très bien qui va jouer quel rôle. Donc tout ça est en train de bouger. Et donc nous, un des enjeux de bosser sur la mobilité, c'est d'accompagner un peu tous ces mouvements et d'aller explorer un peu des trucs qu'on ne va pas forcément faire dans la boîte. D'ailleurs, je sais pas, mais Renault, ils ont un rôle à jouer en ce moment dans tout ce qui est transport en commun. Il y a quelque chose ou pas plus que Je ça? pense qu'il y a pas mal d'échanges déjà avec des chercheurs sur les sujets de déplacement dans les grosses zones urbaines. Nous-mêmes, on a des échanges avec pas mal de chercheurs. Nous, on axe nos efforts plutôt sur aller penser comment est-ce qu'on réinvente l'expérience de mobilité, que ce soit en voiture ou dans les transports. Il y a pas mal dans le jargon des startups, là, pas mal de pain points quand même dans nos déplacements, hein, quand on se retrouve dans les heures de pointe, que ce soit dans une bagnole ou dans le métro, en général, on n'est pas trop content. Donc il y a quelques petits sujets, il y a des petits sujets aussi de logistique qui sont arrivés en masse maintenant, je pense avec Amazon, je veux dire, on a tout en un clic, on commande tout chez nous, il y a un paquet de camions qui se trimballent avec des petits colis, pas forcément toujours optimisés, donc ça fait partie aussi des sujets de mobilité et mobilité urbaine au sens large, quoi. Il y a la confusion entre le service et le hardware maintenant. Et donc maintenant, l'objet de transport, c'est le téléphone. Et puis la voiture, ça devient une sorte de device, quoi. Ouais. Et donc la carte, le rôle de la carte, le rôle du partage,
Ouais, il y a beaucoup de choses qui bougent. Les véhicules automatisés. Ouais, il y a beaucoup de choses qui bougent. De toute façon, le le monde des constructeurs, de toute façon, là, c'est pris pas mal de gros changements, certains dans lesquels on a été acteur. Le véhicule électrique, nous, on a poussé ça. C'était un pari, je pense, à l'époque. Je pense qu'on a bien fait d'y aller. On a appris beaucoup. C'est un secteur de la boîte qui bouge beaucoup. Puis il y a des sujets sur lesquels je pense qu'on est plutôt à la traîne. Donc on est en train de corriger, que ce soit sur la partie véhicules connectés. Je pense que le monde, on va dire, du soft en général, le monde des plateformes, des app stores, des softs, très clairement, c'est un monde qui n'était pas connu chez un constructeur il y a 10-15 ans. Donc là, on est en train de rattraper à grands frais notre retard. Je pense que le monde du véhicule autonome, ça va challenger un sacré paquet de choses aussi. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a des objets qui sont avec un volant, 4 roues, un conducteur. En général, d'ailleurs, il est tout seul et puis il y a 5 places vides autour. Dans un véhicule autonome, oui, on peut se dire que ça a quand même plus beaucoup d'intérêt, très clairement. Et puis il y a un autre sujet qui nous paraît intéressant, sur lequel on passe un peu de temps à bosser ici avec des collègues et puis avec des gens de l'écosystème, c'est comment est-ce qu'on réinvente cet objet technique qui était une voiture avant, qui était basiquement quelque chose de mécanique, qui est maintenant une espèce d'intrication depuis longtemps d'ailleurs, d'électronique, de soft et de hard. Et comment est-ce qu'on le repense en intégrant là-dedans un peu des logiques de système ouvert, d'API, de plateformes qui sont pour l'instant pas vraiment intégrées dans la conception de l'objet. Donc on essaie de pousser un peu là-dessus. Et du coup, concrètement, ça implique quoi? Enfin, vous créez quoi chez Renault sur ces sujets? Enfin, c'est quoi les trucs qui sortent au final du square ça, c'est une bonne question. Ça, c'est la question qu'on nous pose tout le temps d'ailleurs en interne, parce que quand on dit on va faire un truc avec un bac à sable, on dit montre-moi tes pâtés de sable. Donc nous, on a plusieurs types de sujets. On a des sujets qui sont, on va dire, dans le jargon à nouveau de l'innovation d'époque, donc des preuves de concept. Donc on fait des petits sujets qu'on essaie de faire de manière un peu plus rapide que ce qu'on fait dans la boîte d'habitude et en s'affranchissant de quelques règles métier pour être capable d'aller plus vite sur est-ce que ça fait un sens pour un client, est-ce que l'usage il est intéressant, est-ce que éventuellement le business model il est jouable, parce que c'est bien de proposer un service si on ne sait pas le vendre de manière durable, ça sert pas à grand chose. Et du coup l'époque que vous avez, c'est... On a fait des POC sur des IHM dans la voiture. Il y a une collègue du véhicule électrique qui bosse sur comment est-ce qu'on va expérimenter un petit service de Twizy en autopartage dans la ville et comment est-ce qu'on le fait pousser sans faire un grand plan et sans acheter 20 000 Twizy, mais en testant le service, en testant avec des usagers, avec 5-10 Twizy, en testant ça de manière un peu plus agile, on va dire. Et puis on a d'autres types de sujets où on est un peu plus think tank, on va dire, on assume cette partie-là, où on prend un peu le temps de se poser, de réfléchir à la mobilité urbaine, à poser un peu des cartographies de ce avec la ville, des choses comme ça, non? Ouais, tout à fait. On a profité, c'est un des trucs qui a émergé en cours de route, c'est on est dans Paris par opportunité, et on a eu des liens, parce qu'on a un gros programme avec d'autres boîtes et des startups, ça nous a créé des liens facilités avec les gens de la mairie de Paris, qui sont des gens finalement qu'on a découvert assez... fans d'innovation et assez promoteurs d'innovation parce qu'ils sentent bien qu'il y a plein de sujets sur lesquels il faut faire bouger des choses. Donc on bosse avec des gens de la mairie de Paris. Ouais. Vous avez sorti un truc là, non? Une carto, je sais pas quoi, un design? Ouais, c'est ce que je disais. On a fait une espèce de grande infographie sur la mobilité urbaine avec des points de tension, avec des poches de concept en rupture qui sont un peu en gros le terrain de jeu qu'on s'est donné pour aller bosser des sujets. Alors il y a un autre sujet qui est plus compliqué, moi que j'ai plus de mal à... Autant la mobilité, je commence à comprendre, ça y est, on sent que c'est... Autant tout ce qui est l'organisation du travail, alors là je suis plus partagé. Est-ce que en fait, quel est le rôle du numérique ou de tout ce qui est collaboratif? Comment ça fonctionne dans une boîte comme Renault qui est quand même un truc gros, quoi? Alors, ça c'est un vaste sujet, il y a plein de questions. Déjà, moi je suis pas forcément sur le sujet du numérique. Je pense que le monde il est déjà devenu digital, numérique. Je veux dire, tout le monde utilise plein d'outils. Donc là, c'est plus les boîtes qui ont du retard et qui sont en général un peu moins bien outillées que ce qu'on a chez nous. Donc là, c'est plus un retard à rattraper. Après, je pense qu'en termes de transformation et de ce qui bouge dans les boîtes, il y a des sujets un peu plus costauds que simplement la digitalisation des process, on va dire. Il y a des sujets qui sont d'ordre simplement d'organisation, de structure d'organisation. On est dans des boîtes, nous, industrielles, très processées, qui ont l'habitude de faire un truc depuis très longtemps. Donc, c'est des boîtes pyramidales, c'est des boîtes super réglées. Donc, autant dire que la place de l'innovation là-dedans, elle est quand même pas facile à faire pousser. Donc, c'est un des enjeux. Et un des autres enjeux qui me paraît, moi, super important, c'est de re-responsabiliser les gens, parce que qui dit structure hiérarchique pyramidale, dit je prends toujours les décisions un peu trop haut, quoi. Donc nous, c'est un de nos enjeux, c'est de remettre du transverse, de remettre de l'horizontal dans ces grosses boîtes. Donc un des enjeux du Square, c'est de dire c'est un outil pour les collaborateurs, et s'ils ont envie de bosser des sujets un peu autres et de manière un peu plus light, ils peuvent venir ici et passer du temps avec nous. Et ici, il y a un Fab Lab. Alors en ce moment, il y a un gros questionnement sur les Fab Labs, donc on va pas le traiter, mais bon, entre l'usine
Alors, vraiment, Ouais. ce qui est un vrai Fab Lab, grandeur nature pour adultes, si je puis dire, et les petits Fab Labs de bricolage, Ouais. de quartier. Est-ce que demain, on va fabriquer les choses, on va rester sur les anciens modèles ou ça va être décentralisé? Bah ça, c'est à nouveau un sujet qui est passionnant, qui est en train de bouger beaucoup. Nous, on a fait pousser nous-mêmes un petit Fab Lab pour les collaborateurs, qui est un peu du même style que celui qui se trouve au Square, hein, que Noda, notre partenaire, a amené à installer ici, et auquel d'ailleurs il a formé un certain nombre de résidents pour que les gens puissent l'utiliser. Je pense que ça, c'est des Fab Labs qui sont des Fab Labs de maquettage très light, qui ne servent pas à faire des objets finis, qui servent simplement à aller tester des concepts rapidement. Ça ne permet pas de faire de la production, ça c'est une évidence. Ça ne permet pas de produire des objets finis, c'est une évidence. Ce qu'on voit émerger maintenant, c'est des makerspace un peu plus costauds quand même, comme Usinio, comme le Tech Shop de Leroy Merlin, on y était l'autre jour. Là, il commence à y avoir des machines un petit peu plus copieuses qui sont capables de démouler des choses un petit peu plus complexes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une gradation entre ce petit Fab Lab qui permet juste de faire du petit proto, le Tech Shop qui permet de faire des choses un peu plus costaudes parce qu'ils ont des belles machines, ils ont vraiment des super belles machines. Ça permet pas de faire de la série non plus, ni de la petite série. D'ailleurs, ils le disent explicitement, c'est pas fait pour faire de la petite série. Donc, Quoi, tu designes les projets, tu commences à... bah, tu peux commencer à faire un rendu pro. Tu peux avoir un vrai proto final de ton objet, si c'est ce que tu prototypes ou ce que tu designs. Par contre, tu peux pas te dire, je vais en faire 100 demain. C'est pas tu des le machines vendras qui pas, tiennent quoi. ça. Donc là, il y a deux choses qui sont intéressantes. Typiquement Usinio, je pense que c'est un bon exemple de ça, qui sont plutôt positionnés sur l'étape d'après, qui est la pré-indus. C'est de dire, à la fois, il y a des méthodes pour rendre l'objet industrialisable. Donc il faut des gens qui connaissent l'industrie, qui savent qu'est-ce que ça veut dire d'industrialiser un produit, et puis qui sont en capacité de faire des petites séries, ce qui est une étape quand même super importante. Donc je pense que c'est en train de monter en puissance le rêve un peu naïf qui a eu un moment, un petit Fab Lab dans chaque quartier et on va relocaliser toutes les usines. Bon, ça soulève des questions intéressantes qui sont plus liées à mon avis à la relocalisation de choses dans une sphère proche des gens, plus qu'un sujet industriel. Mais néanmoins, voilà, moi je trouve que c'est un sujet passionnant et puis c'est un sujet où les gens sont en capacité, où les gens refont eux-mêmes des choses, réapprennent à bricoler, à faire des protos, à s'amuser avec des petits projets fous, connecter des puces, faire de l'Arduino, des petits trucs qui font poète-poète. Je pense que c'est dans la même logique que le code, qui est ouvert à tous. Ouais, ça, j'ai paumé le nom, je suis en train d'essayer de le retrouver, mais j'ai paumé le nom d'un gars qui avait refait sa prothèse de main dans un Fab Lab, accompagné par des personnes, Ouais, tout en à fait. open source, etc. Il avait Ouais, fait ça en open de toute hardware. façon, il y a eu des projets complètement magnifiques dans des Fab Labs. En plus, il y a quand même des Fab Labs, il faut le dire, qui sont devenus des endroits où il y a du gros pro, il y a des vraies capacités à faire des choses. Mais ça reste de l'exemplaire unique, c'est pas de l'industrialisation. Ouais, c'est Mais pas ça pour n'enlève vendre. rien, ça n'enlève rien à la qualité et à l'intérêt des Fab Labs. Bon, on s'approche de la fin parce qu'on veut pas que ce soit trop long, trop Ouais, puis moi, fatigant. faut pas me laisser parler. Voilà, et puis non, mais c'est pas ça. non, Non, mais mais je t'avais dit avant. Ah ouais, tu t'en sors pas trop mal là, ouais, c'est bien. En plus, c'est toi qui nous invites. En Toi, vrai. Je veux dire, on est physicien, chez toi. tu sais là. parler, hein. Parce que moi, je pensais que les physiciens, ça j'avais que calculé. Oh, non, T'as ils fait savent- quoi ils comme savent physique parler. Physique quoi de l'espace? Physique des plasmas, Des plasmas? des charges électriques, les arcs électriques. Et ça t'a Mais- ça t'a c'est- saoulé. par contre, ça c'est un mot, vraiment c'est intéressant, il faut le savoir quand même. Oui. Parce qu'on apprend tous à l'école qu'il y a le solide, le liquide, le gaz. Quand Ouais. on continue à chauffer la matière, ça devient un plasma. Il y a 4 états de la matière. C'est le 4e état de la matière. Et c'est un truc qu'on n'apprend jamais aux enfants. Ouais, j'étais même pas au courant. Ben non, c'est le 4e état de la matière. Toi, t'as Tesla, toi. Hein. Bon. Alors, bien sûr. oui. Alors, on va poser la question piège, c'est la question, Vas-y, la question qui tue. pseudo-philosophique, mais intéressante quand même. Allez, alors, on pose la question piège. Allez, posons la question piège. L'innovation, c'est utile ou c'est pas utile? Ouais, ça c'est une bonne question. J'ai deux réponses. Une toute basique et complètement neuneux, mais qui est une évidence, et je pense qu'il faut rappeler, c'est que l'innovation, pris dans le sens on va dire de l'activité business des boîtes, l'innovation, c'est quand j'amène un truc nouveau sur le marché, ça prend pas, les gens y trouvent un usage ou pas, ça marche ou ça marche pas. Donc je dirais si ça marche, c'est qu'elle a été utile, au moins aux personnes qui l'ont acheté ou qui s'en servent. C'est pas forcément besoin d'être d'ailleurs quelque chose de payant. Donc à partir du moment où il y a des utilisateurs, c'est utile. Après, je pense que dans ta question, et je te connais un petit peu, il y a une double lecture. C'est-à-dire que l'innovation, c'est pas forcément que de l'innovation technologique. Donc du coup, est-ce que quelque chose de nouveau est forcément utile? Ça, c'est une bonne question, plus politique ou philosophique. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de sortir d'une ère où le nouveau était forcément bon, beau et utile. Et j'ai l'impression qu'on est en train de rétro-pédaler un tout petit peu, de retrouver la raison et de se dire qu'il y a des choses qu'il faut conserver. Je pense que la pensée écologique, elle n'est pas pour rien là-dedans. La pensée écologique, c'est une pensée conservatrice.
de dire il y a quelque chose là qui nous appartient, qui s'appelle la Terre, et il faut pas le bousiller. Donc il y a quelque chose à conserver. Et je pense qu'on est en train de faire un peu le même trajet sur des aspects de nos sociétés. On se dit qu'il y a peut-être des choses à conserver, que le nouveau pour le nouveau, la fuite en avant dans toujours plus de nouveaux, peut-être pas forcément toujours bonne. Donc je pense qu'on est en train de rééquilibrer un peu. Voilà, ce serait ma réponse perso. On courait un peu plus vite on courait, mais on savait pas toujours où on allait. Ouais, Là, on va peut-être un petit peu réfléchir sur l'objectif, quoi, et c'est ça. mieux calibrer. Et du coup, au final, je pense que le mieux serait peut-être de supprimer le mot innovation aussi. Parce que du coup, en fait, il y en a trop qui l'utilisent pour tout et rien, et en fait, on se perd là-dedans. Et D'accord. Qu'est-ce que tu nous proposes, Maxime, on va comme nouveau supprimer, concept? on le remplace par quoi? Le bien ou le mal. Alors, nous, avec les chercheurs avec qui on travaille, on a effectivement un peu supprimé le mot d'innovation dans notre jargon interne, ou en tout cas dans la manière dont on bosse les sujets, parce que les gens du CGS, là, à l'école des mines, ça fait longtemps qu'ils ont un peu creusé le mot d'innovation, et au lieu de parler d'innovation, ils parlent de conception réglée et de conception innovante. C'est des régimes de conception, et c'est pas exactement la même chose. Il y en a un, c'est plutôt je refais ce que je sais bien faire, et la conception innovante, c'est plutôt je vais explorer. Donc parler d'exploitation, ou de développement et d'exploration. Au moins, on sait ce qu'on Moi peut j'aime en bien, parler, et quoi. puis j'aime bien le mot d'exploration, et puis ça me permet de reparler du tableau qui est derrière. Qu'est-ce que vous en pensez là? Ouais, moi, le dernier point, ça me plaît pas mal. Enfin, je trouve ça plus logique et au moins on dupe pas les gens parce que moi aussi je travaille dans un grand groupe et en fait c'est juste qu'on dupe souvent les gens en fait en utilisant de l'innovation alors que c'est juste de la communication et ça n'a pas d'autre fin que la communication. Et il faut arrêter, c'est du bullshit quoi. Et en fait, Dans, ça le, sert à dans rien. le pire des cas, ouais. Oh là là. Je suis énervé aujourd'hui. Oh là Il est là. révolté, Je suis Maxime. révolté. C'est T'es la un net jeune homme neutralité, qui j'ai en- passé une nuit en colère. compliquée, T'es un je suis en jeune homme en colère. colère, quoi. Ouais. Vraiment, je le vois tout de suite. hein. Qu'est-ce que t'en penses, Logan? C'est très bien. Écoute, on est à la fin de la première news. Est-ce que ça s'est bien passé le MIG, la première news? Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Je connaissais pas du tout le sujet de la net neutralité. Moi, j'ai toujours ma petite casquette un peu du mec qui pose les questions. Donc, en fait, le sujet, il est pas clos pour moi. En fait, il est juste ouvert. Donc, je vais aller lire des Clairement. articles là, pour me renseigner un peu. C'est Pour être parfait. un peu plus trapu la prochaine fois. L'objectif est bon. Alors, juste, il faut dire qu'il y avait derrière la caméra que vous voyez pas, il y avait Juan, qui est le maître de la lumière. Bravo. Il y a Jorge, qui va être le maître du son, ou de tout ce qu'il voudra être. Et il y a Olivia, qui est. Qu'elle m'a dit tout à l'heure? Elle m'a dit que c'était. Elle est visuelle exploratrice, donc ils Bien. étaient là. Il y avait aussi Émilie, mais bon, ça c'est un petit peu, c'est privé. Et voilà, donc on a fait un test, on espère que ça a marché. On veut le maximum de retours pour pouvoir corriger Voilà. pour la prochaine. hein. Et n'hésitez pas à faire des commentaires, parce que les commentaires c'est toujours rigolo et cool. Et on viendra répondre. Voilà, Et on, bien sûr. on lira tout. Et, évidemment. J'ai vu ça, j'ai eu Euh, des bugs apparemment. Logan, t'as démarré, tu fermes la session, s'il te plaît. Eh ben, je remercie tout le monde pour avoir vu cette session. J'espère que vous avez mangé pendant. Sinon, nous, en tout cas, on va manger maintenant. Et donc, on se retrouve. Voilà, ça va être par là. On se retrouve la prochaine fois. On communiquera pour vous dire quels sont les sujets et quelles dates. Voilà, très bonne soirée à tout le monde. Cut.